Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On s'était arrêté la dernière fois sur les conséquences de Garance sur nous Réunionnais, sur tous ceux qui ont été frappés de plein fouet par ce cyclone. Et on s'était arrêté sur ce qu'a dit Patrick Sagani. Bonsoir. Bonsoir. Roger, bonsoir. Bonsoir. L'intelligence du cœur. Et le terme m'a paru vraiment essentiel. Parce que avoir du cœur et une intelligence avec, je trouvais ça. Qui c'est qui disait ça? Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ouais. Et j'ai trouvé ça être intelligent à partir du cœur. Tout à fait. Est-ce que nous avons été lors du passage, ou surtout après le passage, est-ce que nous avons été dans l'intelligence du cœur? On est parti voir le voisin, on est parti voir... Quasi immédiatement. Et j'ai même, moi, puisque j'étais en dessous, j'ai vu des voisins, puisqu'on était en alerte violette, on est passé au rouge, qui, assez précipitamment, sont sortis alors qu'ils ne devraient pas le faire, juste pour retenir une porte ou je ne sais quoi, etc. Puis, quand même, ils ont eu le temps d'essayer de voir ce qu'il y avait chez le voisin et d'évaluer. Et 1 heure ou 2 heures après, ça a été le cas. Donc, on a été, notamment dans la rue où j'étais, on a été dévier une inondation qui venait d'en face, une grosse inondation. Hein, et ça a été fait avec cœur et dans l'allant et dans quelque chose qui finalement est naturel justement à l'humain. C'est-à-dire, en fait, on voit quelqu'un dans la difficulté, ça nous concerne tous, on se sent concerné et on y va. Et c'est quelque chose qui va sans doute faire sourire Guy Roger. Je crois qu'il y a même des gens, dans leur façon d'être, étaient plus inquiets pour le voisin ou pour la famille que pour ses propres, parce que l'intelligence du cœur, c'est quelque chose qui est sacré pour l'homme. L'homme, il a cet inné en lui, et ça, c'est sacré. C'est son côté le plus merveilleux. Et c'est merveilleux d'être être humain à ce moment-là. Mais quand tu es un être humain sans le cœur, alors tu répètes le passé. Tu vois? Et c'est ça notre problème, c'est que nous avons eu l'habitude de répéter les choses comme ça devrait être. Donc on trouve toujours des choses à faire pour répéter. Et aujourd'hui, on est toujours dans la même situation. Et je vais juste faire sourire, parce que c'est quelque chose que je me suis dit. Bon, j'ai eu ma part de dégâts, ma part de moments où, quand on voit la porte partir, on voit les choses vriller, en fait. On voit... Ouais. Et je me suis dit, non, je ne vais pas me plaindre tout de suite. Je vais attendre d'abord de voir ce que les autres ont vécu. Ouais. Et après, je vais voir si je peux me plaindre. Et je ne me suis pas plaint parce que les autres ont vécu des dégâts bien plus que les miens. Ouais. Et c'est pour ça que quand on parle de l'intelligence du cœur, et on a, à la plus petite accalmie, je suis sorti pour aller voir chez ma mère. Pour voir qu'est-ce qui se passe chez ma mère. Est-ce qu'elle va bien? Et on a cette peur-là. Comment va la famille? Comment vont les proches? C'est pour ça, quand on parle de l'intelligence du cœur, on est dans la souffrance. Hein. On est dans sa propre souffrance. On a besoin d'une situation pour faire déclencher ça. Aujourd'hui, dans nos sociétés, il faut un cyclone, il faut une guerre, il faut une catastrophe, un drame. Là, on commence à changer un peu. Et moi, je dis, est-ce que c'est possible de le faire, d'être cela, sans qu'il y ait de catastrophe, juste la vie de tous les jours, se rencontrer et se considérer, avoir de la compassion les uns pour les autres. Mais le problème, c'est que nous sommes formatés à une existence où tout le monde répète toujours les mêmes choses et on n'a pas le temps de se voir. Alors, justement, puisqu'on a parlé de rentrée scolaire, on a parlé des enfants qui repartent à l'école, j'allais dire que, voilà, on a cette opportunité-là. Aujourd'hui, il va y avoir des adultes qui vont recevoir ces enfants. Il y a des professeurs, des instituteurs, des professeurs. Est-ce que eux, surtout si eux ont aussi souffert? C'est ce qui se passe, par exemple, à Saint-Benoît. Oui, tout à fait. Et ils ont souffert. Et il va falloir qu'ils trouvent la force, l'énergie d'accueillir ces enfants-là, de voir la souffrance de ces enfants-là et de mettre en place des protocoles pour que, malgré tout, la communication passe, que l'enseignement, que l'éducation se poursuive, l'instruction et l'éducation continuent. Tu as
tu as raison de poser la question de cette façon, parce que tout a dépendu de la façon dont le rectorat a tenté de trouver les mots qui puissent finalement ragaillardir les professeurs des écoles d'abord et les professeurs de collège ensuite. Pourquoi ? Parce que de ces mots dépendait de la façon dont ils allaient entreprendre à nouveau le travail. Ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a un précédent qui s'appelle Shido, où là, cette chose n'a pas été faite. Elle a été faite relativement mal. D'ailleurs, la ministre Borne a essuyé des affrontements verbaux assez durs par rapport à cette espèce d'absence. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, ils ont reçu un certain nombre de mots quand ils pouvaient recevoir le mot, puisque ça se passait par Internet. Et beaucoup, par exemple à Saint-Benoît, n'ont pas eu Internet pendant longtemps. Donc, il y a eu quand même une espèce de préparation. Donc, on s'est préoccupé d'abord des enseignants avant qu'ils se préoccupent des élèves. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais ça a dépendu de la façon dont le rectorat, le préfet, bien sûr, en amont. Voilà. Et c'est ce cadre-là qui a permis, jusqu'ici en tout cas. Mais est-ce que c'est suffisant ? Bien sûr que non. Mais c'est un point de départ. Et ma question est simple, Guy Roger. Est-ce que dans votre environnement, est-ce que vous avez eu des gens qui ont vraiment vécu ce cyclone de plein fouet et vous avez vu cette souffrance ? Bien sûr, bien sûr. Quelle a été votre posture ? J'ai été, avec un grand sourire, j'ai été le voir et je lui ai dit « Ne t'inquiète pas, on va rigoler ensemble parce qu'on va s'entraider ensemble. » D'accord. Okay. Mais le problème, c'est que moi, je pense c'est vrai qu'il y a de la souffrance, ok ? Mais la souffrance, c'est quelque chose qu'on fabrique. Et quand on a fabriqué ça, on est dépendant de ça. On est dépendant de cette souffrance parce que la souffrance fait exister quelqu'un. Je souffre, je suis la victime. Oui. Donc, il y a un personnage là. C'est ce qu'on appelle en psychologie la victimisation. C'est ça. Et donc, il y a un personnage là. Oui. Et moi, je pense que tout ce qu'on est en train de faire dans ce monde-là, c'est de trouver le moyen de se fabriquer des personnages, des étiquettes, des images de soi pour pouvoir exister. Tu disais que dans l'éducation de nos enfants, aujourd'hui, on a une dictate du préfet de l'éducation nationale qui nous dicte comment faire pour arranger la situation. Alors, ce n'est pas ça du tout. Alors là, tu te trompes largement. Ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire que s'il ne le faisait pas, non. S'il ne le faisait pas, il serait en faute de ne pas mettre en place des systèmes d'écoute afin que les enseignants puissent faire leur travail et que les élèves puissent recueillir leur enseignement. Donc là, tu fais fausse route. En revanche, attends, parce que là, ce que tu as dit, c'est des énormités. Les gens ne s'amusent pas à essayer d'être victimes. Les gens sont des victimes, d'une part. Et quand ils se mettent à tirer à l'arigot, et alors là, il faut le dire avec quand même un peu de sérieux. Ce que nous pouvons entendre à droite et à gauche des témoignages des uns et des autres, c'est assez stupéfiant. La plupart du temps, on a affaire à des gens qui passent leur temps à geindre sur les radios. Là, ça n'est pas du tout le cas. Ils ne font que décrire ce qu'ils voient devant eux et comment ils peuvent éventuellement, si quelqu'un écoute, trouver une solution de façon collégiale, collective, pour résoudre leurs problèmes. On n'a pas affaire à des géniards. On n'a pas affaire à des gens qui se donnent une posture. On a affaire à des gens qui sont dans le besoin. Donc, là encore, tu arrives dans l'étape d'après. Il ne s'agit pas de l'étape d'après. On est en train d'écouter et de se mettre à l'écoute les uns les autres de gens qui sont véritablement dans les difficultés, pas seulement matérielles, puisque ça suscite aussi des angoisses. Et ces angoisses, finalement, on les paye au fil du temps. Donc, très bien, tu as dit cela, mais ça vient juste après. Il ne faut pas décolérer ce qui vient de se passer. Il ne faut pas se dire, alors, ça s'est passé, d'accord, et puis après, on passe à autre chose. Non, ça n'est pas ça. Il s'agit véritablement de traiter la latence de ces souffrances et même de ces douleurs. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la douleur. Pas la douleur juste du fait que Garand soit passé, mais la douleur de la perte. Quelqu'un qui a perdu, c'est quelqu'un qui croit avoir perdu en lui-même l'essence de ce qui a fait ses efforts pendant plusieurs dizaines d'années. Tu comprends ce que je veux dire ? Et je vais revenir sur ce qu'il vient de dire, c'est l'étape d'après. Effectivement, là où Guy Roger aura raison, c'est que si ces personnes-là n'essayent pas de sortir de ces souffrances, mais essayent d'utiliser cette souffrance pour se victimiser. Il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. On peut pas...
au moment de, c'est d'ailleurs, excuse-moi, Gismi, c'est d'ailleurs, je tiens à féliciter tout le peuple réunionnais de cette dignité-là. Il y a cette dignité-là qui prévaut d'abord. Ensuite, au fur et à mesure que le temps va passer et que les assurances ne vont pas assurer comme il s'est agi pour Belal, bien sûr, là, il va y avoir une posture de victime, voire même victimaire. Et là, on va pouvoir observer ce qu'il vient de dire. Mais on n'en est pas là. Non, on n'est pas là. Il faut pas donner l'impression à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que finalement, on les prend pour des gens qui gênent. Non, pas du tout. On les prend réellement au sérieux. Tout à fait. Okay. Mais alors, ce que je voulais dire, Guy Roger, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Patrice Gagny, c'est dans le temps qu'on va voir ceux qui veulent vraiment se battre et s'en sortir, et on va voir ceux qui se victimisent et qui utilisent ça pour une raison ou pour une autre, pour garder cette posture de victimisation. D'aucuns diront effectivement c'est une... toute l'histoire de l'humanité, le temps nous a servi pour continuer à faire exister la chose, le temps. Avec le temps, on fait exister les choses parce que on veut pas le lâcher. C'est ça notre problème, c'est que nous sommes des êtres humains qui ne sommes pas libres. Nous sommes des êtres humains qui cherchons le confort, qui cherchons l'amour, qui cherchons la paix, qui cherchons le nirvana même. Et on ne trouve rien. On ne trouve rien parce qu'il n'y a rien à chercher. Et c'est ça notre problème. C'est que nous croyons qu'il y a quelque chose après qui doit venir. Et donc on est encore dans l'attente. Et moi je dis que accepte ce qui s'est passé et tout de suite abandonne, c'est OK. T'as pas besoin de souffrir, t'as pas besoin de râler tout ça avec toi. On peut pas demander ça à un enfant, pas demander ça à un adulte qui vient de vivre ce qu'il a vécu avec Garance. Ils ont besoin d'être accompagnés. Oui, mais si l'adulte le vit, Gismi, comme toi et moi, tu as entendu ce que je dis, l'enfant à côté de toi, il va te copier. Parce que l'enfant, il copie l'adulte. Ce n'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Non. Mais voyons, Gismi. Oui. OK ? L'enfant, il aime son papa, il aime sa maman. Parce que ça a une autorité pour lui. Oui. Et c'est eux qui vont te dire à l'enfant, fais ci, fais ça, et fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Donc toi, enfant, tu vas obéir. Comme ça, au doigt et à l'œil, tu vas obéir. Parce que tu ne connais pas autre chose. OK ? Maintenant, quand tu es avec des gens qui font ça, tu es formaté. Tu es formaté en tant qu'enfant qui doit écouter les enseignements de nos grands, de nos sociétés et tout ça. Et lui, il ne pense plus. Il ne pense plus. Il est un mouton. Moi, je dis, est-ce que c'est possible à cet enfant d'écouter, mais de ne pas agir selon la dictate des autres? Parce que il agira si toi, tu lui forces. Si toi, tu joues le rôle du père, tu dis à l'enfant, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Mais il est conditionné, l'enfant. Est-ce que tu aimes ton enfant dans ce cas? C'est pas aimer l'enfant, ça. C'est lui donner une vie de merde, excuse-moi. Le problème, c'est parce que nous allons dans un monde et nous donnons à nos enfants la capacité de vivre une vie on va souffrir avec ce qu'on vit. Alors, il y a des... Patrick, je vous coupe. Si on reprend ce que vient de dire Guy Roger, c'est est-ce que il faudra, de toute façon, ce cyclone, c'est un moment de vie. C'est un moment révélateur d'ailleurs. Est-ce qu'on peut reprendre justement ce moment de vie pour essayer d'en faire quelque chose de constructif? Oui. Ou on doit le faire de toute façon, parce que le cyclone... C'est la résilience même. C'est dans l'ADN du Réunionnais. Oui, bien sûr. Ouais. Il l'a toujours connu, il va toujours s'en relever, il le sait, mais il faut juste le lui rappeler. Ouais. En revanche, on peut peut-être déporter un petit peu notre prisme en se rappelant qu'il y a tout autour de la planète des peuplades qui n'ont 3 fois rien et qui sourient à longueur de journée. Ils ont 3 fois rien. Ils sont accablés d'ailleurs par des problèmes climatiques que nous connaissons tous, mais ils sont dans le sourire. Je vois dans ma tête là un certain nombre d'exemples qui se bousculent, mais enfin j'ai vu ça aussi quand j'ai un peu voyagé, j'ai vu ça aussi ailleurs, parmi des gens qui sont véritablement dans des besoins matériels inexistants. C'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à des gens qui vivent uniquement à l'aune d'eux-mêmes et qui finalement trouvent un bonheur considérable à partir du moment où ils ont assumé que leur devenir.
parmi la communauté. Et ça, je trouve ça rafraîchissant de s'en souvenir. C'est-à-dire qu'effectivement, on a affaire à des peuples plus ou moins heureux. Je voudrais aussi dire à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que sempiternellement, dans les fameux classements des pays heureux, la France est parmi les pays les plus, comment dirais-je, difficiles. Triste ou malheureux? Non, dépressif. D'accord, okay. Est-ce que nous ne serions pas en train de parler de cette chose-là, finalement, cette capacité, finalement, à peindre tout en noir, hein? Il faut voir comment nous consommons comme des bonbons les antidépresseurs. Mais c'est vrai. Il y a un fond de vérité. Il y a quelque chose de l'ordre de la fatalité. On aurait pu aborder le problème de la résignation. Parce que ça, c'est extraordinaire. La résignation qui nous permet de parler finalement de notre forme de spiritualité et à travers laquelle nous percevons souvent le cyclone. Le cyclone vient en fait quelque part révéler quelque chose. Et la résignation, c'est une chose qui peut être à la fois positive ou négative, quelle que soit d'ailleurs la croyance religieuse. Et ça, c'est intéressant. Et on peut être résigné de façon positive, on peut être résigné de façon négative, c'est-à-dire s'enfermer dans quelque chose qui ressemble beaucoup au nihilisme. C'est ça. Mais en fait, tu vois, toute la société qu'on a aujourd'hui, on s'est attaché aux choses. On a toute une vie, on a voulu réussir, comme tu disais tout à l'heure. Et quand on a réussi, on se sent réconforté avec tout ce qu'on a pu gagner, tu vois. Et un jour, il y a des choses qui arrivent dans la vie qui fait que toutes ces choses te sont arrachées. Les biens que tu avais sont partis, tu vois. Et là, tu vas souffrir si tu veux absolument croire... Retrouver l'étape d'avant. Oui, non, si tu veux absolument croire que ça, c'était ta vie. Ça, c'est pas ta vie. Ça, c'est la vie que tu voulais. Et la vie que tu veux te fait souffrir. Moi, je dis, accepte de vivre avec pas grand-chose, avec rien du tout, et tu verras que tu es joyeux. Tu es joyeux. Nos sociétés, comme tu disais, en France, tout ça, il y a une grande dépression. En Amérique, encore pire. Tout le monde prend des cachets pour pouvoir subsister un peu dans l'activité journalière. Mais c'est parce qu'ils sont attachés à leurs choses et ils ont besoin d'un réconfort, tout le temps un réconfort. Ils sont dépendants de choses parce qu'ils se sont attachés à tout ça. Et quand tu n'es pas dépendant de rien, alors tu es libre. Et les événements arriveront tragiques ou merveilleux. Ils arriveront. Ça ne te fait ni chaud ni froid. Au Bhoutan, un merveilleux pays de 2 millions d'habitants à peu près. Un petit peu cloisonné entre la Chine et l'Inde et le Tibet. Ouais. Effectivement, le Bhoutan a inscrit dans sa constitution, alors ils ne sont pas énormément de gens, mais le bonheur comme finalité. Et j'ai appris dernièrement qu'au Bhoutan, ils ont repéré des gens très malfaisants au Bhoutan. Alors ils ne savent pas quoi en faire. Donc il y a, alors c'est international, les trafics en tout genre, notamment de stupéfiants. Et même au Bhoutan, où on a inscrit le bonheur comme finalité ultime, comme processus, comme valeur et comme processus. Un concept. Eh bien voilà. Oui, enfin c'est un concept qui vient de leur histoire millénaire. Mais ils en ont fait un concept. Ils en ont fait un concept institué de façon étatique. Exact. Donc un concept constitutionnalisé. Il se trouve qu'ils sont en but actuellement à comment fait-on face à toutes ces dérives qui nous arrivent. On peut en fait mettre un enclos autour du Bhoutan, mais qu'est-ce qui se passe quand on vient pervertir un certain nombre de nos concitoyens? Voilà. Et ça réduit assez bien ce qu'est l'homme d'aujourd'hui, l'homme avec un petit H, pas avec un grand H, d'aujourd'hui. C'est-à-dire en gros quelqu'un qui, finalement, peut ériger comme principe des choses qui devraient être gratuites, mais qui, finalement, sont inutiles à ériger comme principe, puisque, finalement, ça ne fonctionne pas. Il ne suffit pas d'édicter pour dire que ça va être, ou ça va être, justement, observé ou respecté. Et le paradoxe, lorsqu'on parle du Bhoutan, c'est tellement devenu une valeur aux yeux du monde. Il y a tellement de gens qui veulent y aller, ils sont en train de mettre des visas à l'entrée. Un peu comme Venise, oui. Et que tout le monde ne peut pas entrer au moment où ils veulent. Et
Et c'est ça qui est drôle. Et ils sont en train de devenir surtout très rigoureux. Ah oui, ils dressent des murs. Drastiques. Oui. Pour se protéger. Tout à fait. Donc, ça montre bien que le bonheur, chacun le définit plus ou moins à sa façon. Le bonheur, la plupart le définit par le nombre de choses que tu peux avoir. Surtout à La Réunion, oui. Oui, voilà. L'apparence. On s'arrête là-dessus. On s'arrête déjà. Oui, on a déjà fait 20 minutes et je ne voudrais pas réitérer la dernière fois. Oui. Et c'est vrai, le bonheur. Et on voit que Garance nous a ramené à une posture. Maintenant, est-ce qu'on va être capable de le comprendre ? Et là, je parle aussi de groupes de parole, de posture psychologique, de ce besoin de s'exprimer. Est-ce que nous... Et de silence, les deux. Oui. Besoin de s'exprimer et de silence, oui. Est-ce que nous avons compris que nous avons un travail à faire et que ce travail n'est pas seulement parce que Garance est passé, mais parce que ça fait un moment on se pose la question, quel est le bon chemin ? Abandonner nos idéaux. Alors, cette question, elle est pour tout le monde, y compris pour moi. On va essayer de voir ce que ça peut donner. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Guy. Merci. Merci Gismi, merci Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Anne, merci François. Je vous dis à bientôt.